Bonjour, vous regardez Trait pour Trait, l'émission BD, et on va encore parler d'Angoulême pour la dernière fois. Alors là, je suis avec Wael, qui eux se sont intéressés à aller rencontrer les auteurs pour essayer de trouver finalement quelle était l'articulation entre création et édition. C'est ça, donc pas mal de notre groupe aimons dessiner, faire des bandes dessinées. Donc on a voulu s'intéresser à savoir comment, au niveau professionnel, comment s'articulait la création d'une BD et son édition. Donc le processus créatif, une journée type d'un dessinateur. Et en tant que débutant, en tant que passionné avant tout, on a voulu comparer notre manière de faire avec celle des professionnels. Donc vous avez dû apprendre plein de choses. Oui, et on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Allez, on va les retrouver, ces dessinateurs. Le Festival international de la BD à Angoulême est une période importante pour les éditeurs et les auteurs de BD. Il permet de faire connaître les œuvres créées, éditées, vendues et d'être au contact avec des lecteurs et de partager un moment avec eux. Nous, étudiants en métier du multimédia et de l'internet, nous avons grandi et été bercés par diverses BD et dessins animés et nous avons eu la chance de pouvoir participer au Festival d'Angoulême. Alors, Jean-Paul Krasinski, je suis auteur de bande dessinée depuis une vingtaine d'années. J'ai fait entre 20 et 30 livres, je ne sais plus trop. Et j'aime bien aborder tous les genres, mais avec une prédilection pour l'humour et la satire sociale et voilà, et tout ce qui compte un peu philosophique. Alors, je m'appelle Emmanuel Moineau, je suis auteur de bande dessinée. Je suis auteur de bande dessinée depuis bientôt 37 ans et je suis dans ce milieu depuis près de 40 ans. Alors bonjour, je m'appelle Mandragore, en tout cas c'est mon nom d'autrice de bande dessinée. Donc je m'appelle Thomas Dassens, j'habite en Argentine, ça fait un peu plus de 20 ans. On a créé en 2019 avec mon associé Claire Mirmont une maison d'édition qui s'appelle iLatina et qui est dédiée à la bande dessinée d'Amérique latine. L'idée étant de faire découvrir au public français des auteurs, de grandes œuvres qui n'ont pas eu la chance d'être lues en France. J'écris très peu, ça marche beaucoup par le biais d'un storyboard. Donc c'est l'étape principale. Je storyboard l'entièreté de l'album, donc soit les 100 pages, donc c'est sur un petit format A5. Je regroupe le tout, je génère un petit dossier et ensuite j'envoie ça à l'éditeur. L'éditeur me dit si c'est bien ou pas. À partir de là, un contrat se fait et moi je vais commencer la création des planches finales. Donc là je prends un crayon qui est un crayon polychromos que tout le monde peut trouver n'importe où, un crayon de couleur noire et je vais commencer à faire mes traits, mes dessins. Et une fois que j'ai fini tout ça, je vais scanner l'entièreté de mes planches et je vais réaliser de la couleur numérique. Ça suit chez moi des étapes, quand je suis auteur de tout, assez précises et rigoureuses. J'écris tout le scénario, je prends le temps de le faire, j'y passe du temps, ça peut prendre 2 mois, 3 mois. Après je dessine un storyboard, je fais des esquisses, je fais des crayonnés. Ensuite je passe à la phase du dessin et enfin je passe plusieurs mois sur la couleur. Je ne sais pas exactement d'où viennent mes envies de récit. Simplement, à un moment, je m'aperçois que j'ai un certain nombre d'éléments en tête qui constituent une histoire. À partir de là, le premier stade est de trouver un éditeur qui est d'accord pour le faire. Et le deuxième consiste à l'écrire, écrire les dialogues, détailler les plans des scènes et en faire une première version esquissée pour ensuite faire la version finale au dessin. Voilà, le processus est assez simple et accessible à tout le monde, à condition d'avoir le savoir-faire et l'imagination. Ce qui prend le plus de temps, c'est évidemment de dessiner. L'écriture me vient assez facilement, j'écris entre 5 et 10 pages dans une journée relativement courte. Et ensuite, par contre, le temps de réalisation des planches, mettons que je vais faire une dizaine de pages par mois, je vais consacrer moins d'1 semaine à l'écriture et tout le reste au dessin. Il se trouve que je suis enseignant aussi. Donc je fais de la bande dessinée la moitié du temps, le reste du temps j'enseigne les arts appliqués. J'ai un emploi du temps de prof et tout ce qui n'est pas l'emploi du temps de prof, quand j'ai corrigé, préparé mes cours et ce genre de choses, est consacré à la bande dessinée. Après la routine, c'est d'essayer de dégager le plus de temps possible.
Le processus de création, il est très variable en fait. Je peux démarrer à partir d'une lecture ou d'une envie ou de l'envie de parler d'une certaine période historique ou alors de m'attaquer à un sujet comme la religion. Il y a plusieurs portes d'entrée, disons. Après, le processus, il est un peu toujours le même, c'est-à-dire que j'écris, je fais un scénario et puis et après je le dessine. Voilà, en fait c'est assez simple la bande dessinée. Au niveau du dessin, ce qui est très important, c'est de rester tout le temps lisible et compréhensible. Donc les teintes, si on fait ça basiquement, c'est il fait beau, il fait pas beau, il fait nuit, il fait jour. Mais après, il faut essayer de coller là-dessus une ambiance. Est-ce que c'est une ambiance pesante? Est-ce que c'est une ambiance gaie? Est-ce qu'il y a du suspense? Pas de suspense. Donc il faut savoir que toutes ces catégories ont des codes couleurs. Par exemple, le vert, c'est plutôt le mystère, c'est tout ce qui est chimique. Le bleu, c'est plutôt ce qui est c'est l'eau, ça peut être l'eau, mais ça aussi peut-être ce qui peut être technologique. Le marron, c'est plutôt ce qui est sombre, glauque, sale, etc. Sachant que ça, c'est valable pour notre culture. Mais par exemple, le blanc ou le noir n'ont pas la même signification. Par exemple, au Japon, le blanc, c'est plutôt la mort, le noir, c'est plutôt la joie, etc. Donc, il faut aussi adapter en fonction des cultures. Après, quant au placement des couleurs, il faut simplement observer, savoir que le noir, c'est plutôt tout ce qui est ombre, ce qui est blanc, c'est plutôt la lumière. Et il faut savoir une chose très simple, c'est que l'œil est attiré par ce qui est chaud et par ce qui est clair. Donc à nous de construire nos images de façon à attirer l'œil et à faire en sorte que l'œil aille au bon endroit. Donc après, ça c'est de la technique pure. Mais la petite astuce c'est ça, tout ce qui est lumineux et plutôt chaud, l'œil se dirige automatiquement vers ça. Donc à nous de faire en sorte que ça fonctionne. Une bande dessinée, plus c'est simple à lire, plus le travail de l'auteur et la digestion de l'auteur a été calculé, en fait, de façon à ce que vous, la lecture soit simple. Par exemple, les bulles bien placées, les cases placées dans le bon sens de lecture, l'action des personnages. Quand on lance un objet, que les trajectoires des objets soient bien lisibles au sein de la page, tout est vraiment calculé de façon à ce que la lecture soit le plus fluide possible. Donc si vous avez cette impression que c'est fluide, c'est que derrière il y a un énorme travail. J'ai mis 3-4 mois à faire le storyboard. On a fait le storyboard entier de l'album. Ouais. Une fois qu'on a validé, bien verrouillé le storyboard, j'ai fait les planches. Pour faire toutes les planches, ça m'a pris à peu près 7 mois, grosso modo non-stop. Même si ça a été un peu entrecoupé parce que j'avais d'autres activités à côté. On va dire à peu près 7 mois, ouais. J'ai dû déléguer une partie de la couleur parce que sinon j'aurais pas pu tenir les délais. D'ailleurs pour le tome 2, je délègue complètement la couleur. Pour cet album en particulier, parce que j'ai fait d'autres bouquins avant qui sont plus dans la veine thriller, polar, un petit peu plus proche du genre, quoi. On est plus proche des trucs, des bandes dessinées. J'ai fait des BD par exemple Balles perdues ou Corps et âme qui sont plus trash, plus punk, plus violents, un peu à la Tarantino, un petit peu plus cinoche américain si tu veux. Et donc là en fait pour cet album, il a fallu que je m'efface un peu face aux propos. Oui. Les albums que j'ai fait avant sont des romans graphiques on va dire, et on va dire que c'est des livres qui font la part belle au graphisme. Tu vois. Alors que là pour le coup c'est le contraire. Le propos est plus important que le graphisme. Tu vois. Et donc il a fallu que je m'efface, il a fallu que je trouve une nouvelle technique. C'est la première fois que j'utilise cette technique, c'est-à-dire que je voulais me rapprocher un petit peu de ce que pouvait faire Hergé ou alors Julliard par exemple, des mecs comme ça. Tu vois. Donc ce qui fait qu'en fait toutes les couleurs sont faites à la main. Et si tu remarques bien, il n'y a pas d'ombre, c'est que de l'aplat. Il y a très peu d'effets, très peu d'effets. Et donc j'ai voulu vraiment faire quelque chose de ligne claire. La ligne claire quoi, pour m'effacer face au propos qui est le plus important. Il y a quand même des textures parce que vu que c'est pas de l'aquarelle, c'est du colorex en fait, c'est des encres de couleur, c'est pas tout à fait pareil, qui permettent de faire des aplats beaucoup plus intéressants et puis comme ça on peut voir le grain du papier. Et ça c'est important pour moi d'avoir quand même un petit peu de grain de papier parce que la BD pour moi ça reste, je dirais pas un artisanat parce que l'artisan c'est pas tout à fait ça quand même. Il y a un mec qui m'a dit un jour l'artisan, ce qu'il fabrique, c'est quelque chose d'utile. Tu vois, comme une cuillère, un couteau. Nous, c'est plus de l'art, et pourtant, je ne me considère pas non plus comme un artiste. Enfin bon.
Donc ce que je voulais dire, c'est que j'aime bien le côté artisanat quand même, avec le côté papier, tout à l'informatique, je ne suis pas encore. Mais je passe quand même par l'informatique, je scanne en fait les dessins au bout d'un moment, et je passe quand même par l'informatique pour rehausser les couleurs ou pour changer des fois certaines textures qui me gênent. Donc je passe, c'est un mélange des deux, traditionnel et voilà, comme ça c'est bien, il faut vivre avec son temps. Le dessin, ça a toujours été un élément capital. C'est-à-dire que j'ai toujours d'abord aimé le dessin, j'aime toujours le dessin. Plus ça va et plus j'adore en faire. Je m'y sens super bien. Et en plus de ça, une des caractéristiques que je trouve fondamentale avec la bande dessinée, c'est sa capacité à traduire la vie. Le dessin de la bande dessinée a vocation de traduire la vie à travers des... Finalement, c'est quoi un dessin, sinon des traits les uns à côté des autres. Et ces traits les uns à côté des autres doivent donner l'illusion qu'il y a un personnage qui vit devant vous. Et ça, c'est un aspect fondamental qu'on oublie parfois quand on fait du dessin uniquement pour du dessin. On peut arriver à des esthétiques qui soient totalement dénuées de vie. Alors que la bande dessinée, elle a quand même comme vocation de nous faire croire que le personnage qui est dessiné, qui est évoqué avec des traits, est un personnage qui bouge vraiment devant nos yeux. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on raconte des histoires pour les gens, pour que des gens les lisent. Et si on raconte une histoire que pour soi, il y a de grandes chances qu'on n'arrive pas à avoir de convivialité avec un lectorat. Et notre métier, c'est de raconter. On est des héritiers de conteurs de foire. On ne raconte pas en étant comme là au milieu d'une foule et en essayant d'attirer leur attention, mais on raconte tout seul dans un atelier en imaginant le lecteur, en se disant là je vais lui préparer un truc, je suis un peu comme une grand-mère qui prépare des gâteaux. Vous voyez, j'aime bien quand mes petits-enfants ils aiment bien les gâteaux que je leur ai préparés. Il faut que j'active mon corps déjà le matin, donc ça peut être du jardinage, du ménage, n'importe quoi, une balade. Et après, quand le corps est réveillé, je vais écouter de la musique, en faire aussi parce que je fais aussi de la musique, me mettre dans un univers sympa, me faire un bon petit thé, enfin, me mettre en confort, bien ranger ma table, et puis là, les horaires où je suis en général le plus productif, ça va être entre 16h et 1h du matin, en gros. Je me lève le matin, je prends un café, je me pose. Je prends une feuille, je commence à gribouiller et je me fais la main tout simplement. Et puis la journée va être longue, elle va commencer à 9h, elle va s'achever parfois à 19h, 20h, 21h, ça dépend. Ça dépend de l'état de fatigue aussi. Et après j'arrête tout, je prends quand même un moment pour reprendre des forces. Et puis le lendemain, ça recommence. Alors moi, c'est une journée absolument standard, comme une journée de salarié, parce que j'ai un enfant, donc j'amène à l'école. Après, je travaille 8 heures, et puis je vais le chercher, et puis voilà, je fais la cuisine, etc. Donc vraiment, j'ai 8 heures de travail tous les jours, parfois le week-end, mais grosso modo, c'est un rythme, tout ce qu'il y a de plus commun. Alors là, pour l'inspiration, j'ai été puisé dans mes vieux souvenirs. Étant petit, j'ai beaucoup regardé des dessins animés, Silly Symphonies, les premiers Mickey, ce genre de choses. Du coup, ça constitué une base pour moi. Et en gros, j'ai juste été chercher le petit enfant qui a quelques années et je lui ai parlé et puis voilà, il s'est exprimé. De toute façon, si on considère ça d'un point de vue divin, ça ne me concerne pas. Je ne reçois pas les histoires d'un dieu mystérieux qui n'existe pas. Mon cerveau est devenu une machine à fabriquer des histoires en bande dessinée. Donc je regarde autour de moi et j'observe les gens se comporter. J'écoute les informations à la télévision, je les regarde sur Internet et tout ça forme un matériau qui s'organise dans ma tête sans que j'en ai conscience. Alors moi je suis un auteur qui a surtout fait longtemps des bouquins qui parlaient de ce qui se passait en bas de chez lui et en général comment les gens ne s'entendaient pas. J'ai longtemps habité à Paris, à Barbès, dans des quartiers un peu cosmopolites où il y avait des Arabes, des Noirs, des Blancs, des Juifs, où ça se passait la plupart du temps très bien et puis de temps en temps ça merdouillait pour des questions d'argent, de pauvreté, de prostitution, de drogue. Enfin.
Je pense qu'on trouve l'inspiration un peu partout. En fait, moi je me nourris aussi bien de livres que de cinéma, de bande dessinée bien sûr. Mais ça peut être des conversations avec des amis ou des podcasts. Enfin, tout est bon. Le principe, c'est de faire feu de tout bois. Voilà. La première chose, c'est la vie. C'est tous les gens qu'il y a autour de nous et qui n'arrêtent pas de faire des conneries. Et en fait, une des sources d'inspiration qui est fondamentale, en tout cas quand on fait de l'humour, c'est la connerie des gens. C'est incommensurable. On ne peut pas... Et donc c'est une source d'inspiration qui est fabuleuse. Les gens. Puis après, bien sûr, il y a des interprétations. Il y a la manière qu'ont certains réalisateurs de cinéma ou de télé ou de séries à nous montrer la vie. Ou certains romanciers aussi. Donc tout ça, en fait, tout ça, c'est source d'inspiration. Et il faut, d'une certaine manière, en tout cas j'essaye, d'en oblitérer aucune. De prendre tout ça comme ça vient. Mais l'inspiration, c'est un truc bizarre. On ne sait pas pourquoi ça nous arrive à l'esprit. Et c'est capter ces trucs-là qui est passionnant. Et essayer après de leur donner forme dans des BD, dans des histoires. Est-ce que j'édite mes propres livres? Alors la structure des éditions L'œuf, je vais carrément, tant qu'à faire, expliquer comment elle s'est créée, ça répondra à la question. C'était au départ une structure associative qui faisait du fanzine. On était étudiants, donc évidemment on s'éditait nous-mêmes puisqu'on faisait des petits journaux où on mettait nos planches de BD. Et en fait, on s'est tellement pris au jeu de faire des belles choses, à apprendre les techniques d'impression, à travailler avec les imprimeurs, qu'on a commencé à faire des vrais livres. Et au début, c'était nos livres, que nos livres, quoi. Pour nous, les choix du comité éditorial, c'est vraiment des coups de cœur. On travaille quand même avec des libraires, avec un diffuseur de livres, avec certains festivals. On voulait aussi se démarquer. Donc nous, on recherchait des graphismes. Pour nous, c'est important le dessin, le graphisme, quoi. Donc pour nous, déjà, il faut qu'on flash sur le graphisme. Il faut qu'on comprenne le propos, que le propos soit intéressant et qui renouvelle en fait le médium BD. Les qualités requises pour être publié dans ma maison d'édition, c'est un peu particulier puisque nous, on a vraiment pris un segment qui est un segment à la fois géographique et presque historique, puisqu'on se dédie aux auteurs d'Amérique latine et on a une ligne qui est la ligne principale, qui est la ligne patrimoniale, donc c'est des bandes dessinées qui ont été publiées il y a déjà pas mal de temps. Ceci dit, on a aussi une collection de romans graphiques et donc là on donne leur chance à de jeunes auteurs sud-américains. Est-ce qu'il y a un âge minimal pour publier à l'œuf? Non. C'est pas comme ça que ça se décide. En général, quand on reçoit un projet, de toute façon, on ne voit pas toujours la personne, puisque souvent on reçoit par internet. On lit le projet et puis si ça nous plaît, voilà. Disons que je ne sais plus, les plus jeunes qu'on a édités, ils devaient avoir 22-23 ans quand même. Il y en a eu des assez jeunes, mais c'est rarement en dessous quand même, mais voilà, il n'y a pas d'interdit. Hein. Alors en fait, quand j'ai proposé Billy Symphonie aux éditions de la Gouttière, il y a eu une première lecture. La fin leur a paru un peu trop noire dans ma première version. Et ils m'ont demandé d'alléger un petit peu tout ça parce que malgré tout, je m'adressais à la base à des jeunes lecteurs. Et cette fin demandait justement à être un petit peu atténuée dans son propos. Donc j'ai gardé la même fin. Ils ne sont pas venus... ils n'ont pas posé leurs gros souliers dans mon scénario. Hein. Ils m'ont juste dit, voilà, il faudrait peut-être réfléchir cette fin. Je suis revenu à la charge avec cette version modifiée qui a été acceptée. Et ça a été le seul moment où l'éditeur est intervenu. Et pour moi, ça a été assez constructif, étant donné qu'on le recul.
nécessaires pour pouvoir me dire si j'étais juste ou pas. Évidemment, je ne vais pas faire une histoire sérieuse, sombre et déprimante chez Fluide Glacial, et je ne vais pas raconter des histoires de fous pour faire rire, pour faire marrer la galerie si je publie un livre chez Futuropolis. Donc l'influence est indirecte, mais elle est réelle. Torgal, c'est effectivement une grosse licence, c'est une bande dessinée historique. Donc nous, quand on travaille dessus, bon, déjà on fait partie des auteurs privilégiés parce qu'on travaille sur quelque chose d'historique. Et puis en plus, après, il faut respecter le lecteur parce que énormément de gens lisent ce genre de bande dessinée. Il y a un passif. Bon, moi, je sais que j'ai commencé à lire Torgal dans le journal de Tintin il y a très très longtemps, comme votre père peut-être, je ne sais pas. Donc moi déjà il y a l'aspect Madeleine de Proust, hein. Donc j'ai lu ça pendant mon enfance et je travaille dessus maintenant, donc c'est un immense honneur. Mais oui, c'est un immense honneur, un privilège et il faut respecter tout ça. Mais c'est vrai que moi en tant qu'auteur je suis extrêmement privilégié parce que c'est une licence qui est importante dans le milieu de la bande dessinée. Non, je suis sélectif évidemment. Je me tourne plutôt vers les maisons d'édition avec lesquelles j'ai des affinités en termes de production, en termes de champ culturel. Et après, il y a aussi le projet. C'est-à-dire, ce que j'amène moi sera peut-être mieux compris chez un éditeur davantage qu'un autre. Donc voilà, c'est la balance entre les deux. J'ai déjà fait des bouquins comme ça qui étaient un peu atypiques, qui n'auraient pas forcément été défendus correctement dans une grosse maison. Et qui avaient toute leur place dans des petites structures. Après, je m'adapte, c'est plus un formatage. Par exemple, si je dois travailler pour Spirou, le magazine, je fais en sorte que les histoires puissent se découper en plusieurs petites histoires, quoi. Voilà, mais sur le fond du projet, non. Suite à toutes ces interviews, nous avons conclu que les processus créatifs, choix, routines et inspiration de ces auteurs et éditeurs n'étaient pas si différents des nôtres. Ils évoluent avec leurs œuvres et ont des routines communes. Les auteurs cherchent en général à être dans des maisons d'édition qui correspondent à leurs idéaux ainsi qu'à leur style graphique et scénaristique. Voilà, c'était le dernier épisode de cette série de 4 émissions autour du Festival international de la bande dessinée, le 47e du nom. Well, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous à Angoulême. Moi aussi, c'était très intéressant. Première fois pour moi, première fois pour la plupart de notre groupe, et on en a appris beaucoup. Donc on se retrouve l'an prochain pour faire la même chose ? Oui. Ah bah allez, c'est parti. En attendant, continuez à regarder Trait pour Trait, continuez à aller revoir les épisodes de Trait pour Trait sur la chaîne YouTube, et puis à nous encourager sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt. Salut!